Bonjour Emmanuel. Salut, ça Ça va? va? Ouais. Ouais, Je ouais, suis ouais. très content de t'accueillir sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui, je propose de faire ton interview parce que j'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'ai vu ta façon de partager, j'ai trouvé ça très simple, très authentique, très... En fait, ouais, j'allais dire authentique fois deux au carré, où je vois dans tes vidéos comme tu essayes avec la plus grande candeur et sincérité de faire toucher à l'essence de ce que nous sommes personne avec qui tu partages. Et donc, j'avais envie de faire ton interview pour justement proposer ton approche et ton parcours à un plus grand nombre de personnes. Donc, donc voilà, ma première question, qui est une super question piège pour commencer, c'est de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Mhm. Hmm. Hmm. Ah oui, le mot-clé, ça va être peut-être conscience ou ce que nous sommes réellement ou vraie nature. On peut employer le mot éveil si on ose, si on ose. Mais faudrait pas que ça devienne un but en soi, c'est-à-dire que on va voir que c'est simple en fait. Et c'est un peu le sujet qui me tient à cœur, c'est de ramener à de quoi on parle ici, tu vois. Euh, Et bah, si je devais résumer de quoi on parle ici, je te dirais que c'est ce qui est conscient en nous, là, pour chacun de nous, présentement, à chaque instant, depuis notre naissance et d'instant en instant en instant. Ça, c'est au courant qu'il y a une personne avec des phénomènes, des sensations, des émotions, des pensées. C'est au courant que cette personne apparaît et il lui arrive des choses et elle croit des choses. Il y a des images mentales qui apparaissent. Il y a des désirs, il y a des répulsions, il y a toutes sortes de phénomènes on va appeler ça, je sais pas moi, un ensemble de phénomènes qui concernent, enfin qui vont consister en notre réalité, ce qu'on peut appeler une réalité avec des points de vue multiples qui vont changer au fil du temps. Et tous ces points de vue multiples, ils apparaissent au sein de quoi? De ce qui en est conscient. Donc, ce qui en est conscient s'oublie. Il est identifié la plupart du temps chez l'être humain au phénomène. On pourrait dire, des fois, je pointe directement à l'observateur. L'observateur de votre vie, l'observateur de tout ce qui se déroule. Par exemple, on a une émotion, on devient conscient de l'émotion. Qu'est-ce qui devient conscient de l'émotion? Qu'est-ce qui prend note? Qu'est-ce qui est au courant d'eux? Et dès qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un sujet derrière, un sujet, une racine à tout ça, si l'attention essaye de trouver cet observateur, là, on va pouvoir commencer vraiment à découvrir ce qu'on peut appeler soi. Soi, mais qui n'est pas forcément les objets qui apparaissent, c'est-à-dire les sensations, les émotions, les pensées, ou le corps, mais soi qui est au courant de tout ça. C'est le vrai soi. Et ce vrai soi, quand on commence à le découvrir, qui est toujours là et qui, lui ne bouge pas en fait, il n'a jamais changé d'un iota euh, depuis le début. Il prend note de trucs, on va dire ça comme ça. On va dire le soi, c'est le filigrane ou la pellicule de film sur lequel s'imprime toute notre vie. Et tout ce on peut appeler moi, quoi. Le petit moi. Ça va être le grand moi. Et cette réalisation, cette reconnaissance qu'il y a ça, ce sujet, ce jeu primordial, J-E, euh, c'est ce qu'on peut appeler l'éveil ou la réalisation du soi, la reconnaissance du soi, en d'autres termes aussi. On se reconnaît. C'est en fait ce qui est conscient, l'espace de présence, l'espace de conscience, qui dit, ah, je suis là, entre guillemets, parce que c'est silencieux en fait. Ça ne dit rien, ça ne veut rien, ça n'intervient pas. C'est une sorte d'écran euh, en lequel, en fait, un écran assez impersonnel parce que la personne apparaît dedans. Des fois, quand je dis impersonnel, c'est dit, oh, c'est froid. C'est pas froid, c'est qu'il manque rien. Ça ne va nulle part, ça ne veut rien. Pourtant, c'est complet. Et c'est aussi vu comme quelque chose qui est complètement vide d'informations. Donc, c'est vacuité. C'est ce qui est parfois appelé aussi la vacuité. Et donc, cette reconnaissance, c'est une vacuité consciente. Et ça, c'est ce premier niveau-là de reconnaissance, c'est ce qu'on peut appeler aussi le basculement identitaire dans le soi, le, ce qui transcende la seule limitation à la croyance que je suis ce personnage qui va mourir, qui a des émotions, qui est un ensemble de points de vue qui vont faire que changer.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je suis que ça. Non, non, je suis ce qui en est conscient en amont de ça. Et ça libère, parce que ça libère je dirais, de la finitude et des limites que l'on croit être en permanence. Et que ces limites peuvent apparaître et elles sont beaucoup plus acceptables d'une certaine façon. Il y a un aspect assez libérateur émotionnellement dans ça aussi. On peut se relâcher dans le fait d'être beaucoup plus vaste et beaucoup plus. Ouais, ça n'a rien à voir avec le temps, l'espace et les relations, avec tout ce qui est du domaine du relatif, en fait, du j'aime, j'aime pas, de toutes les opinions. Ça transcende toute opinion. Et c'est libre de toute opinion. C'est l'espace même où on se fout vraiment la paix. Où il manque rien, où on veut rien, c'est complet. On pourrait appeler ça un espace de vacuité, ok, vide, mais un vide plein, complet, présent à toute chose. Est-ce que ça résume bien de quoi on parle? Ouais, c'est parfait. Je pense que c'est plus que bien résumé parce que l'idée dans cette question, c'est justement de d'introduire. Mais ce qui est parfait, c'est que tu as déjà tout dit. Et du coup, on peut s'arrêter là. Merci, au revoir. Merci à Ça, tous. salut! Bonne journée. Ouais, c'est parfait. C'est génial parce que tu permets de déjà toucher du doigt ce dont on va parler et de déjà pouvoir en prendre la saveur du début. Donc, c'est trop bien de commencer comme ça et depuis cet espace présent à ce qui est. Ça m'intéressait que tu racontes un petit peu ton histoire. Donc, déjà, tu commences par ton enfance, ta famille. Est-ce que tu as une éducation religieuse, disons, une approche Du spirituelle tout. auprès de Non, j'ai ton... pas d'éducation religieuse. Mes parents étaient, on va dire, plutôt de gauche et mon père très nihiliste. Lui, c'était plutôt, ouais, ma mère aussi d'ailleurs, hein, des communistes anti-religieux. Et j'avais comme, on va dire, référence spirituelle ma grand-mère, qui était une catholique fervente, tout le temps en train de prier. Elle allait à Lourdes tous les ans, elle poussait les malades, les handicapés sur le chemin. Et elle allait beaucoup à l'église en fait. Et donc, et puis aussi, elle avait vécu en Algérie. Elle avait appris quelques, on va dire, tout ce qui avait attrait à la guérison, avec des incantations et une sorte de transmission de femme à femme euh, elle m'avait soignée à un moment donné quand j'étais enfant. En fait, elle me montrait que c'était OK, que la spiritualité était OK. C'était le seul point de référence Hmm. pour moi qui ouvrait un champ, qui n'était pas simplement, euh, en fait, le rejet de plein de choses, quoi. Mes parents, c'était plus, enfin, je veux dire, c'était surtout dans l'art qui m'ont appris des choses, qui m'ont apporté des choses, dans le regard sur le beau, etc. Il y a un aspect spirituel évidemment dedans. Mais quand je passais devant les églises et que je m'autorisais à rentrer dedans quand j'étais enfant, par exemple, j'allais chercher le pain, j'en profitais pour rentrer dans une église et je sentais déjà ce silence qui m'appelait, la lumière qui traversait les vitraux. Et je sais pas quel âge j'avais, tu vois, l'âge d'aller chercher une baguette de pain, quoi. Hmm. Je sais pas, 6 7 ans. Hmm. Et, euh, et j'avais toujours l'impression de faire, en fait, que la religion, enfin, ou la spiritualité, ça devait se passer en secret parce que c'était très mal vu, en fait, du point de vue de mes parents ou dans notre culture. Et ce truc-là, moi, j'avais une vie spirituelle intense déjà. Je pouvais, enfin, je faisais beaucoup de voyages astrales, c'est-à-dire que je restais les yeux fermés, je me planais dans toutes les dimensions. Je volais, je voyais des endroits un peu partout. C'était à Quand quel âge, j'avais pardon? accès. Pardon? C'était à quel âge tu faisais voyage astro? Ah ben, j'étais enfant, Hmm. j'ai commencé en fait, à fermer tout ça un petit peu vers l'âge de 10 ans, tu vois. Ok. Euh, et c'est allé en se fermant petit à petit. Mais sinon, c'était très ouvert jusqu'à l'âge de, ouais, j'ai mes premières expériences, en fait, on va dire, de non-dualité, enfin, d'éveil spirituel ou de réalisation. En tout cas, un état très profond à l'âge de 6 ou 7 ans, je sais pas, Ok. c'était un spectacle de Guignol, tu vois, donc je Hmm. sais même pas si j'avais 6 ans. Et, et, euh,
Et là, en fait, l'observateur, le témoin, est apparu spontanément. Euh, et ça m'a fait voir la scène de cette, d'ailleurs, du théâtre, quoi. Tu vois, on pourrait transposer ça au Mm. théâtre, au drame humain. Et je comprenais rien à la situation, je comprenais pas le pourquoi ils se tapaient dessus. Tous les enfants autour de moi étaient en train de rigoler. Et ça a fait une dissociation d'avec la vie, d'avec les phénomènes, de tout ce qui se passait. Et ce qui regardait à travers mes yeux était juste pure présence. Mais la petite Emmanuelle, elle avait complètement fondu. Et, euh, et à un moment donné, la petite voix est apparue. Elle dit, mais et moi, je suis où? Et moi, je suis où? Et il y a une dissonance comme ça entre la vie et puis ce qui est présent à la vie. J'ai bataillé après, si tu veux, ma spiritualité a commencé vraiment à cet âge-là, parce que je dis, mais alors, qui suis-je? Parce que ce qui regardait à travers mes yeux, c'était bien plus réel, bien plus vrai que, euh, que ce qui se passait à l'écran, en fait. Et, euh, et là, j'ai dit, ok, c'est quoi la réalité alors? Qu'est-ce que le réel? Et les questions ont commencé à fuser. Il y a eu la démarche en fait de questionner qui suis-je, qu'est-ce que la réalité qui a jamais cessé à partir de là. Et il y a eu vraiment du dépouillement, de l'interrogation perpétuelle. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface. Il y Et a t'as été eu voir. toutes sortes de phénomènes. Hein. Ouais. Non, je me demandais, quand tu as vécu ça si jeune, tu as demandé autour de toi, tu as posé des questions à ta famille ou est-ce que c'était déjà personnel, la quête? Ça, j'ai pas pu en parler à personne en fait, parce que si tu veux, j'avais déjà capté que mes parents ne comprenaient pas ce que je Ouais, vivais. Ma mère pour elle, j'étais un peu une extraterrestre avec mes questions. Et donc, j'avais laissé tomber assez jeune l'idée de pouvoir obtenir des réponses. De temps ok. en temps, je savais sur quel pied danser, je te dirais avec mon père, c'est-à-dire je savais quelles questions poser. Je pouvais avoir une réponse philosophique profonde avec ma mère aussi, mais c'était toujours rentré dans leur cadre de référence et ça correspondait pas à ce que je voyais. Ça allait pas Ouais, dans ça, ça s'élargissait pas comme dans ouais, ce que je ressentais moi, tu vois, dans tout ce que je pouvais voir. Puis même le pouvoir de guérir, déjà, je savais que je pouvais guérir, en fait, c'est-à-dire mettre mes mains, sentir, savoir exactement là où ça se passe. Je pouvais scanner, en fait, les choses. Et quand j'en parlais, ma mère se moquait, tu vois. Elle rigolait, mm, oui, vas-y, tu sais, levait les yeux en l'air. Et donc, cette façon d'être discréditée, ça m'a fait me tourner vers une spiritualité vraiment secrète. C'est-à-dire, j'avais une vie intérieure, une vie spirituelle. Et j'ai rencontré après, plus tard, d'autres personnes avec qui je pouvais dialoguer. Mais c'était quand même un chemin très seul, de solitude, hein, avec comme seul confort ma grand-mère, donc, qui était pieuse et qui se tournait vers les autres, qui était vraiment dans le cœur. Et sa vibration, ça me faisait un bien fou. Ça a été mon partenaire spirituel parce que j'avais pas d'autres liens, en fait. ok. Même si j'en parlais pas à ma grand-mère non plus, mais seulement sa vibration me suffisait, tu vois. Ouais, très bien. Et donc après, ça a commencé donc très jeune et ensuite l'adolescence, tout ça, est-ce que comment ça s'est passé? L'adolescence, c'est là que ça a commencé à devenir. J'ai commencé à connaître des états dépressifs parce que la relation avec mon père se passait assez mal. Euh, et puis, première tentative de suicide à 12 ans, tu vois. Ouais. Mais après, bon, j'avais un tempérament qui continue d'explorer. Donc, c'était une tentative, donc ça a échoué, évidemment. Sinon, ce serait pas une tentative. Je serais pas là pour parler. Mais, ouais, c'est assez dramatique en fait, hein, c'est d'arriver à ce point extrême. Et puis il y a toujours, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives, il y a toujours un truc qui a fait ça se passe pas. Ouais, Là, c'était avec une arme à feu, et puis ce jour-là, il n'y avait pas de balle dedans, quoi. ok. Alors que jusqu'à présent, il y en avait. Ouais. Et c'est ce ce genre de détails. Et Je connaissais pas son histoire, mais c'est vrai que quand tu me parles d'ouverture comme ça aussi jeune, mm, je m'imaginais très facilement que après ça pouvait être très difficile parce que souvent mm. il y a cet effet un peu élastique quoi, que tu as tiré dans un sens, ça fait ch'touing, ça va dans l'autre sens très très fort, quoi. Donc quand il y a des fortes ouvertures, c'est vrai que souvent l'adolescence peut être assez sombre. Du coup, C'était chez moi très, très ouais, sombre, ouais, parce il y avait une incompréhension de la vie sur Terre. Il y avait une telle violence, je l'ai vécu comme une nostalgie de la source, en fait, d'une source à ouais, l'intérieur de moi qui m'appelait et je ne savais pas comment atteindre cet absolu. Ce que j'ai appris, j'ai mis le mot absolu très, très tôt, parce que ça transcendait
le monde relatif dans lequel tous les phénomènes apparaissaient. Maintenant, je te le dis avec ces Ouais. mots-là qui sont Ouais. bien précis, quoi. Mais sinon, c'était pour moi un appel à la transcendance, au dépassement des phénomènes. Parce que je sentais il y avait un état qui était permanent quelque part. Il y avait un état qui ne bougeait pas. Il y avait un état qui était vrai en substance. Et que tout le reste, finalement, d'ailleurs, cette observation, quand l'observateur se manifestait, parce que c'est arrivé, j'avais 6 ans, mais après, il a pas arrêté de réapparaître dans des moments Ok. clés, plein de fois, plein de fois, plein de fois, souvent dans des situations de stress social où c'était comme une dissociation, tu vois, dissociation et ça regarde. Et à chaque fois que ça regardait, ça s'imposait. Et en fait, ça me causait encore plus de stress après parce que je me dis, ça va se voir quand ça fait ça, tu vois. Donc Je vois très bien. donc j'ai eu beaucoup de mal je l'ai appelé l'état du témoin, en fait, Ouais. l'état de témoin. Je l'ai appelé le monstre parce qu'à chaque fois que je regardais par ces yeux-là, ça me disait, ce monde-là, c'est faux, c'est du Hmm. théâtre. J'y crois pas. Et à chaque fois, j'y croyais pas. Comment je pouvais m'impliquer dans la vie, tu vois? C'est pour ça que l'adolescence, c'était difficile. Parce que j'aurais pu m'impliquer, mais d'ailleurs, je m'impliquais, je dirais, dans tout ce qui était relations humaines, tout ce qui était du domaine. J'adorais les lettres, la littérature, j'adorais la philosophie, la psychanalyse. Très jeune, j'étais à fond dedans. Mes compagnons étaient toujours plus âgés que moi. Enfin, je veux dire, c'était ma porte de secours. Moi, c'était un ami qui s'appelle Martin, qui a 30 ans de plus que moi. Et à l'âge de 15 ans, je l'ai rencontré. Heureusement qu'il était là. Il m'a ouvert les portes du théâtre, des lettres, de la musique classique. Il m'a fait voir en fait ce qui était beau dans l'expérience humaine aussi. Hmm. Et il m'a donné foi, si tu veux, dans plein de choses. Parce que c'était sinon assez dissonant pour moi l'existence. Hmm. Avec la carrière, vas-y, choisis ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais pas encore, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça va très, ces trucs-là. Mm. Ouais. Très commun, hein? Pas très Ouais, commun en ouais. fait. Oui, Mm. oui, mais vu sous cet angle, c'est tellement logique, quoi. Si en même temps tu Mm. vis que tout ça, ça te paraît faux, et qu'on te dit alors Ouais, tu veux faire quoi, et que tu te dis mais la personne, elle parle à qui? Tu vois, si tu te dis qui suis-je et que la personne te dit tu veux faire quoi, ouais. il y a des trucs qui peuvent pas se brancher, quoi. Et donc forcément, ça, c'est très perturbant, quoi, c'est logique. Et donc à 15 ans, tu as découvert des choses un peu plus belles dans ce monde pour lesquelles tu t'es un petit peu passionné. Et ensuite, ça t'a porté un peu plus tard. Est-ce qu'il y a eu un autre moment charnière ensuite dans ton cheminement intérieur? Ouais, après, très jeune aussi, j'avais des mémoires de vie passée qui me remontaient. J'avais une tendance pour l'expérimentation, l'hypnose. Euh, je m'amusais en fait aussi à lire des livres sur la magie, sur l'ésotérisme. Et puis j'ai rencontré comme ça mon premier compagnon, on va dire, avec qui je suis restée quelques années, et qui était mon partenaire spirituel, premier partenaire spirituel. Je l'ai rencontré, je venais d'avoir 18 ans. Et en fait, on s'est reconnus. Il y avait une très forte connexion entre nous. Et on a fait un bout de chemin ensemble dans ce qu'on peut appeler une voie de présence, c'est-à-dire ici maintenant. Et tu reviens ici maintenant. Et je te dirais à la rigueur, si pour les personnes qui quitteraient l'enregistrement maintenant, si vous devez retenir qu'une seule chose, ça se résume à ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'une chose à faire, c'est vivre l'ici et maintenant. C'est-à-dire être l'ici et maintenant, vraiment en termes d'identité, être cela, c'est ce qui se passe, ce qui se déroule. Et ça a été finalement un apprentissage de ce que c'était que le présent. Avec lui, ça a commencé avec lui. C'est-à-dire qu'est-ce qui se déroule dans l'instant présent. Et de voir que la porte d'accès de ce qu'on peut connaître vraiment et le fait de pouvoir être vraiment soi ne se déroule que dans l'instant présent. Parce qu'aussi, un des problèmes qu'on a dans la société, c'est qu'on nous dit sois toi-même pour être heureux. Sauf que c'est quoi être soi-même? Alors moi, cette question-là, ça m'a embrouillé assez Ouais, longtemps. ouais, C'est quoi être ouais, moi soi-même? aussi. Be Je- yourself. En anglais, je voyais ça, il y avait une chanson. C'était C'est Be ça. yourself. Et je crois que c'était même. Ouais, les paroles en anglais, c'était ça. C'était être toi-même, Just c'est be seule, yourself. c'est la seule Oui. chose que tu peux faire et tout. Mm, Euh, mm, C'était une chanson rock, je sais plus l'artiste. Mais ouais, ouais. Et moi aussi, quand j'écoutais ça, ça faisait un bug, tu vois. mm. Et ça a été un parcours. Ça a été une question intérieure assez longue, d'ailleurs, jusqu'à à la réponse qui a tranché.
qui a tranché en moi, c'était quand quelqu'un m'a dit, tu peux pas ne pas être ce que tu es. Et là, ça fait, ah, ça m'a enlevé un fardeau, parce que je cherchais justement ce que tu dis, quoi. Je cherchais à être moi-même le plus authentiquement, je cherchais le cœur de ce que je suis, et je le cherchais partout, tu vois. Et quand on m'a dit, tu ne peux pas ne pas être ce que tu es, j'ai senti en moi que c'était vrai, et ça a fait, ah, ouais, j'ai pu me délester un Mm. peu. Mais du coup, ouais, je comprends tout à fait. Si on te dit, sois heureux sois toi-même et tu seras heureux, heureuse, faut d'abord répondre à c'est quoi, toi? Oui, parce qu'en fait, toujours appel au mental pour répondre à cette question. Selon quels critères être une femme, être un homme, être culturellement rempli d'informations, défendre une cause, avoir des préférences, des désirs, tout ça. Est-ce que c'est ça être soi? Est-ce que c'est défini par ce qu'on regarde dans le miroir, quoi? Le visage, le corps. Est-ce que c'est ça être soi? Et en fait, c'est la question fondamentale, c'est de trouver la racine de ce qui dit je. Pour être soi, ça revient à être parce que quand tu cherches cette racine ou quand tu es simplement ici et maintenant, c'est la même chose. Ça revient, ça touche les deux. En fait, ça ramène à la même chose. C'est que pour être soi, il faudrait être que maintenant, sans faire référence à une autoréférence à soi. Donc, quand on fait référence quand on se labelle, on met un label sur les choses, on dit je suis, je sais pas, tel âge, telle culture, tel genre, telle race, etc. Bon, on sent que c'est pas ça. On sent que c'est comme le costume dans un jeu vidéo, c'est comme un avatar, tu vois. Et avec les préférences, même tout ça, c'est des couches, c'est des avatars comme dans un jeu, tu vois. Comment t'as customisé ton personnage? Ok, bon, c'est, et ben, j'en fais quoi? Et mes points de vue, j'en fais quoi? Ils changent constamment. Quand j'avais 5 ans, ben, je voyais le monde comme ça, je croyais que c'était comme ça la réalité. Puis 10 ans plus tard, je vois que c'était pas du tout ça. Alors, c'est quoi être soi, puisque mes points de vue, ils changent constamment? Tu vois, Et tout ça, je remets tout le temps en question, comme la plupart des gens. À un moment donné, tu te poses la question, mais c'est quoi qui est vrai? Est-ce qu'il y a un point de certitude quelque part? Est-ce que ce désir de trouver ce qui est certes, ce qui ne bouge pas, ce qui est permanent, quelque chose de solide, tu vois? Eh ben, être soi, c'est ça. En fait, le seul truc qui bouge pas, c'est ce qui est conscient ici et maintenant. Donc, c'est pas parce que je fais référence à euh, une idée de soi. C'est l'inverse d'une idée de soi. C'est pas une représentation de soi. C'est ce qui est. C'est ce qui est conscient d'eux aussi. C'est l'espace présent qui inclut d'instant en instant ça. Mais c'est pas, il n'y a pas on va dire, le mental va rajouter des labels, va rajouter des descriptions, va rajouter tout ça. Mais même ça fait partie de ce qui apparaît qui va changer. Donc c'est hors mental. C'est pour ça qu'aussi, quand on cherche la racine ou l'observateur, on arrive à un silence mental. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Le jeu radical, le soi, bah, c'est silencieux quand on s'arrête, quand on s'immobilise dans cette présence de maintenant, dans cette vérité de maintenant. Parce qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, c'est le pur espace du non-savoir maintenant. Mm, Parce que si on projette quelque chose, c'est déjà plus maintenant, c'est une projection imaginaire de représentation de soi. Bah non, tout ça, c'est la bulle de représentation de soi. Ok. Ça peut s'arrêter, quoi. C'est juste, en vérité, je ne peux être que moi-même maintenant. Enfin, je suis ça maintenant. C'est-à-dire c'est assez impersonnel, hein. mm, mm. Et en même temps, il n'y a pas plus collé, intime avec ce qu'on est, quoi. Ouais, Mm. très bien. C'est parfait. Tu vois, j'étais en train de savourer, de savourer ça. Moi, j'aime bien appeler ça le mystère, ce que tu as appelé le non-savoir. Tu vois. Des fois, je dis mystère, parce que des fois, je reçois des messages de gens qui essayent vraiment de conceptualiser beaucoup ce que tu es en train de dire, par exemple, là, qui est la même chose que ce que je dis. Et, et en fait, voilà, ils posent des concepts, ils se disent oui, mais alors, parce que ça, alors ça, nanana. Et, et souvent, j'en reviens à dire, mais là, tu essaies d'encapsuler le mystère, quoi. Tu essaies de faire rentrer le non-savoir dans du savoir et ça marchera jamais, quoi. Et c'est vrai que ben, ça fait bugger, quoi, parce que tu peux pas le mentaliser, donc ça peut pas être une idée. Donc là, on fait, tu vois, on parle, tout ça pour revenir au silence intérieur, quoi. Mais Ouais. c'est pas du tout du savoir, c'est pas du tout du concept.
Et comme tu dis, c'est Mhm. le plus proche de soi-même, c'est ça, même si c'est Mm. impersonnel, c'est Mm. vraiment ça. Et donc, dans ton parcours, tu m'as dit donc, que tu as rencontré cette personne, et ensuite, qu'est-ce qui t'a emmené vers. Est-ce qu'à un moment donné, tu as découvert toutes ces histoires de non-dualité, même tu vivais ça depuis longtemps, mais tu n'avais jamais mis de démo dessus? Est-ce que. Comment ça s'est Non, passé non, après, non, quoi, tout simplement? c'est arrivé bien plus tard. Par contre, on parlait de présence à l'époque, ça c'est sûr. Ouais, Euh, c'est surtout ça comme terme, la non-dualité. J'ai découvert ça après l'éveil, après le basculement. ouais. À l'âge de, je sais pas quel âge j'avais, hein, 30, 38 ans, un an Mhm. après, on va dire quand j'ai commencé à me renseigner, à regarder des vidéos YouTube de gens qui avaient vécu ça aussi. Je suis allée T'as vu au que camp le satsang. mot-clé dans la barre de recherche, c'était c'était non-dualité. C'est comme ça que tu as découvert. Tu fait, ah, ça semble être ça que les gens mettent comme mot Ouais, dessus. même pas, tu vois. Je regardais parce que j'ai vécu en Angleterre et moi, toute ma Mm. référence, c'était pendant des années, en fait. Il y a tout un pan où je me suis vraiment désintéressée de la recherche spirituelle pendant 15 ans. Ouais. Je voulais plus entendre parler d'éveil, justement, parce que j'en avais C'était mangé depuis l'enfance. après, du coup, c'était à partir de 20 22 ans. C'était quoi? T'as eu cette période à Ah, 18 ans avec ce partenaire et c'est après ça ouais. que tu as fait une pause? Et ben, il y a eu un moment clé, ça a été à l'âge de 21 ans. Bon, pour faire court, je te dirais que dans ce parcours-là, j'avais l'impression de récupérer des états de conscience, c'est-à-dire de retrouver une connaissance, une clarté petit à petit de ce qui m'amenait là dans cette incarnation. Et je faisais que récupérer des états de conscience. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, que je comprenais quelque chose, c'était, ah, bon, ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et il n'y avait rien de neuf, j'apprenais rien de neuf. Je faisais juste Mhm. que gagner en conscience de choses que je connaissais déjà, dont j'avais déjà le goût. Et un jour, à l'âge de 21 ans, j'étais en train justement de me disputer avec mon conjoint enfin mon compagnon de l'époque. Euh, et c'est parti dans des discussions très, très mentales, très, très, très tendues. Et à un moment donné, mon mental a lâché d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a eu un silence intérieur. Et là, il y a eu un état de complétude, d'unité, enfin d'unité. C'est-à-dire que c'était pas un état de témoin en dissociation avec la Mhm. réalité ou de froideur qui observe. Non, c'était un tout et un. J'étais à l'intérieur du film. J'étais pas un témoin à l'extérieur qui regarde le corps. J'étais là, complètement dans le décor. Il y avait un arrêt du temps, un arrêt de l'espace, si tu veux, dans le sens, il n'y a plus de temps, il n'y avait que l'éternité. Il n'y avait pas de phrases qui se racontaient. C'est en ça aussi que je dirais, il y a un, un changement de perception, c'est-à-dire que c'est silencieux à l'intérieur et donc il n'y a pas de mots qui se rajoutaient. Pendant 45 minutes, je suis restée comme ça. Et mon compagnon qui se moquait, enfin qui se moquait, qui était un peu énervé, parce qu'il se dit, ouais, c'est ça, ouais, profites-en pour t'éveiller, ou je sais plus pour échapper à la Il situation. essayait de venir gratouiller un peu, voir s'il restait C'est quelque ça. chose. Non, si tu veux, il aurait pu être content pour moi, mais non, c'était pas le moment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai essayé de lui expliquer ce Attends, mais que on j'étais est en en train train de de vivre. s'engueuler. Est-ce qu'on peut finir de s'engueuler, s'il te plaît? Et après, ensuite, tu seras heureuse. C'est ça. Non, tu choisis bien ton moment pour. Donc, Est-ce que tu peux je jouer vivais ton ça. rôle, s'il te plaît? C'est ça. Tu peux y croire encore un peu le temps qu'on finisse, quoi. Ouais, j'avais encore un truc. Et du coup, à Et la fin après, de ces. au Ouais. bout de 45 minutes, j'ai vu comment les pensées ont réémergé, le voile s'est reconstruit. Et ça s'est réidentifié en fait à la pensée. J'ai pas compris ce qui s'était passé, comment ça s'était fait, tout ça. Et j'ai pas de support pour m'aider, pour me dire, voilà, reste dans ça ou euh, pour m'expliquer ce qui s'était vraiment passé. En fait, après, c'est bien des années plus tard, donc je me suis dit, après, j'ai cessé complètement de chercher l'éveil, mais je savais que là, c'était le point de départ, que là, j'ai commencé à quelque chose de neuf. Tu vois? Là, c'était vraiment quelque chose. À partir de J'ai là, eu un c'était petit neuf, c'était bug, nouveau. et à mon avis, Celui-là, ça a c'est ça que je enregistré. cherchais toute ma vie. Ouais, j'ai eu un D'accord. petit Ah bug ouais. sur à ce moment-là. Je pense qu'il y a Mm. Internet qui a fait. Tu disais à ce C'était un moment-là, peu à la gelé, fin ouais. des 45 minutes, ouais, le son aussi était coupé du coup. Et après, je t'ai entendu en accéléré. C'est ça a Ah rattrapé le mince. temps perdu, tu sais. Tu disais, euh, tu disais à la fin de ces Ouais. 45 minutes, le voile s'est
Ouais, au bout de ces 45 minutes, le voile s'est reformé devant mes yeux. Mais ce voile, c'était quoi? C'était le blabla intérieur, la voix dans la tête qui saisit l'information, en fait, qui analyse, cette identification, en fait, de la conscience à ce qui se raconte et donc une incompréhension de ce qui s'était passé. Cette liberté-là que j'avais, ce silence intérieur, je m'étais pas perçue que c'était silencieux. Il Mm. n'y a pas eu ce moment euh, de prise où on entend le silence. Je pense que quand on entend le silence, ça permet de conserver l'état ou de rester. C'est-à-dire et moi, comme je te disais, avant, il y a eu un petit bug informatique là, mais Ouais. que c'est ça, que ça, euh, enfin, c'était reparti dans le mental, mais que ça pouvait en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que tu avais parlé de points de référence, non? Non, De c'était quoi? ça, tu en avais déjà parlé. De points de référence, que tu n'avais pas de points de référence qui Ah oui, t'a ouais, permis j'avais pas d'ancrer d'aide en ça. fait. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est que je savais pas ce qui se passait, tu vois. J'avais pas de support aussi de personnes qui pouvaient m'accompagner là-dedans Ça. pour me dire, regarde ce qui se passe, reste là. Euh, En fait, après, techniquement parlant, ce qui se passe quand quand on est juste cette pure présence à l'instant et qui accueille tout ce qui est d'instant en instant, c'est-à-dire le corps, les sensations, etc. Cette présence-là qui elle-même est silencieuse. Si on peut s'apercevoir que c'est silencieux, ça permet d'y rester, à mon sens. Et par exemple, dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est écrit dans le troisième verset que l'éveil, c'est l'arrêt du mouvement automatique du mental. Alors se révèle ça, en fait, Mm. le vrai jeu, le soi, ou ils appellent ça l'atman, ou l'âme, d'ailleurs, ce sont des mots qu'on va retrouver en fonction des traditions, ce sera des mots différents. Mais Mm. le vrai soi, ou le grand moi, il apparaît quand il n'y a plus d'identification au blabla dans la tête, en fait, à la voix, à la représentation mentale de soi, à l'idée ou croyance que l'on se fait de soi. Et là, c'est comme si on avait arrêté la radio qui parlait toute seule. Mais je ne me suis pas aperçue qu'elle s'était arrêtée. Mm. Et si j'avais compris ce processus-là, je pense que ça aurait pu rester. C'est-à-dire, ah, ok, il suffit d'arrêter de penser, en fait. Et à ce moment-là, tu regardes à nouveau, comme ça. Et ce n'est arrivé que 15 ans plus tard, Ouais. après. Ça a été une longue nuit noire, je t'assure, hein. Ouais. C'était long. Mais je l'ai plus cherché, je l'ai pas cherché parce que je pouvais pas, j'avais pas la clé pour le trouver. Je savais pas comment j'y étais arrivée premièrement, quoi. En se Ouais. disputant avec mon compagnon, je vais pas le reproduire à chaque fois, quoi. Excusez-moi, monsieur. Je sais qu'on est dans la rue, mais Ça. j'aimerais Je bien cherche les m'engueuler avec problèmes. quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez un petit truc dont on peut discuter sur lequel on va pas être d'accord? C'est ça. Merci de m'aider. Ouais, et c'est hyper intéressant du coup que tu aies arrêté de chercher. Euh, Tu parles de nuit noire longue. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent écouter aujourd'hui ton partage là et qui se disent, enfin qui sont là en fait, qui sont peut-être c'était il y a 5 10 ans la dernière fois qu'ils s'intéressaient à ça. Et puis là, tiens, YouTube leur propose une vidéo et ils se disent ah ouais, ça me parle en fait, ce dont elle parle, ça me rappelle des choses, etc. Mais comment ça s'est passé ce moment-là et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es réintéressé à ça, quoi? Deux questions en un, je suis désolé. D'abord, les 15 ans de... D'abord les 15 ans. Écoute, je me suis pas réintéressée à ça de la même manière. Disons qu'avant, je suivais un parcours qui pourrait être vraiment considéré comme, je sais pas moi, comme l'armée presque de l'éveil, quoi. Mm. La présence, la présence, ici, maintenant. On déconstruit le personnage, on rentre Ok. en frontal avec ses conditionnements. C'était ça avec mon compagnon de l'époque, tu vois. On parlait pendant des heures, on rencontrait les traumas, on amenait au conscient ce qui était inconscient, et on déconstruisait tout. On arrivait à un état de désidentification de ces points de saisie auxquels on croit, qui nous limitent en fait et qui créent du stress ou qui créent des croyances, enfin qui sont source en fait d'attachement. Mais on sait que c'est pas faux, enfin on sait que c'est pas vrai. On sait Mhm. qu'on va devoir s'en débarrasser à un moment donné parce que c'est toujours pas ça, c'est toujours pas vrai, c'est toujours pas l'essence. Et cette impression de devoir de faire vraiment de l'élagage
au sabre, hein, tu vois, ou à la machette, quoi, carrément. Hmm. Avec lui, c'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, à un moment donné, je suis partie en Angleterre à la fin de mes études et là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et j'ai complètement coupé les ponts avec toute une partie de ma vie. Et j'ai dit, je veux plus jamais entendre parler des maîtres spirituels, de l'éveil et de tout ça. C'est fini. S'il y a éveil, je le trouverai par moi-même, tu vois. Hmm. Et de me faire confiance. C'est-à-dire que tout est là, normalement, a priori. On a tous la réponse en soi. Le chemin, il est en chacun de nous. Il suffit de sentir. Et le terrain du cœur est vraiment important. Euh, Parce que si tu fais que présence, 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 tu peux arriver dans quelque chose d'assez froid, d'assez Hmm. rigide, d'assez dur, tu vois. Ouais. Et en Avec fait, il y avait un petit bâton au-dessus de la tête qui est prêt à te taper Ouais, c'est dès que ça. tu sors d'ici maintenant. Ouais, ou reste ici maintenant et casse l'ego, quoi. C'est-à-dire la Hmm. personne, les émotions, tout ce qui te fait, pourquoi tu réagis, tu vois, toutes les réactivités. Je veux dire, il y en a dans ces voies-là, ils sont au biofeedback, tu vois. Tu mets un test de biofeedback, on te dit des mots et si tu réagis, t'es puni, quoi. C'est un peu ça. Ouais, C'est- c'est ça, exactement. Donc, donc ça, non, ça pue. Et, euh, et en fait, donc je suis partie, quand je parle de nuit noire, mais en fait, j'avais besoin de douceur. Donc je suis Ouais. partie, si tu veux, j'ai fait une carrière, j'ai fait des films d'animation. Là, c'était mon parcours en Angleterre. J'ai passé 12 ans en cinéma d'animation, faire un boulot. Bah, si tu veux, en moi, il y avait une lutte intérieure, c'est que j'y croyais toujours pas. Mais je savais pas par où aller. Mais petit à petit, en fait, il y avait une dissonance entre la vie manifestée, que je manifestais, le job que j'avais, les personnes avec qui j'étais, les soirées auxquelles j'allais, les conversations que j'avais. Il y avait une forme de dissonance à chaque fois, tu vois. Il y avait cet appel à Hmm. l'intérieur toujours et l'impossibilité de savoir par où passer, quoi, en fait. Donc il y avait une souffrance permanente, hein. Et puis à l'âge de ce qui m'a vraiment changé ça, en fait, ce qui m'a donné du courage pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a eu à un moment donné une prise de décision. Ça, c'était vraiment important. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, évidemment. Ce que je décris là, c'est un parcours personnel. Bien Mais sûr. de décider de confronter ses peurs. C'est-à-dire que la peur, par exemple, de changer de partenaire, la peur de changer de boulot, la peur de toujours se plaindre d'un truc et attendre un miracle. Voilà, donc ça, c'était à un moment donné, c'était fini. Mais ça a été fini grâce en fait, à la prise de champignons hallucinogènes. Donc, il y a eu une expérience très forte avec des champignons hallucinogènes, Ok. avec des psychédéliques. Et ça a créé en fait ce qu'on peut appeler un éveil de Kundalini, c'est-à-dire un éveil énergétique qui a nettoyé ma dépression du jour au lendemain. Si tu veux, ça m'a soigné de la dépression chronique dans laquelle j'étais depuis justement mes 12 ans, ou même un petit peu avant. Ok. Du jour au lendemain, j'ai plus eu de dépression après ça. Mais par Et ça a contre, été... pendant ce voyage, Pardon. ouais, Je suis curieux du coup, parce que je ne suis pas du tout connaisseur de ce genre de choses et je me demande, mm, est-ce que c'est énergétiquement, ça a été fort? Tu t'as senti... oui. et c'était douloureux ou c'était agréable pendant Non, le processus? c'était très puissant. C'était comme si je recevais 10 000 volts dans le corps. Ok. Ah. Jamais senti autant d'énergie. Mais en fait, pas 10 000 volts, si tu veux, dans ce voyage, j'ai rencontré, enfin, j'ai fait alliance avec un dragon, pour être précis, tu vois, pour raconter un petit peu, sans rentrer dans les détails. Mais ce dragon, il représentait la somme de toutes mes peurs. Et je lui ai dit, maintenant, viens. Et il est sorti d'une crevasse, d'un grand canyon, et, tout en feu. Et c'était un dragon de feu, en fait, tout rouge, et il m'a fait face, et en fait, son énergie me traversait le corps. Hmm. Et je sentais cette énergie qui était à la fois, qui sortait de moi et qui rentrait en moi, j'étais pure énergie. Et tout ce que je peux dire, c'est que bah, du jour au lendemain, mais après j'étais bien après ça, tu vois, j'ai fait un rêve lucide le lendemain, j'étais comme si on m'avait, je sais pas, m'a enlevé mes 20 ans de dépression. J'avais retrouvé une forme de neuroplasticité également, je me sentais fraîche, comme si on avait appuyé sur le bouton reset de l'ordinateur. Et Hmm. je peux pas dire là, tu vois, je suis, je peux que témoigner de l'efficacité des champignons hallucinogènes contre la dépression. Ouais. Et l'anxiété aussi, parce que ça a éteint quelques boutons aussi qui étaient
actif de façon, on va dire, répétitive, de façon répétitive, parce que j'ai pas eu à passer par de la psychanalyse, j'ai pas eu à passer par des années de thérapie. Du jour au lendemain, c'était plus là, tu vois. Hmm. J'ai pas eu à régler un problème quelconque. Simplement, ces chemins neuronaux par lesquels les choses passaient, ben, ils existaient plus. En fait, j'ai même pas eu besoin de m'en occuper. C'est dire, pour moi, ça a été quand même un sacré basculement, tu vois, dans ma façon d'être aussi. Parce qu'après, ben, j'ai dit à partir de maintenant, après ce trip, à partir de maintenant, je reste ici et maintenant. Hmm. Et je m'occupe que de mon authenticité, c'est-à-dire être ce que Hmm. je suis, c'est-à-dire sentir si je me mens, si je mens, si je suis pas intègre dans une situation, si je joue un rôle, si je me tords pour plaire, pour avoir l'affection de quelqu'un, tout ça, c'est fini. Et ça a été vraiment l'essentiel du parcours après qui a suivi pendant 2 ans, ça a été ça. C'est de faire du tri, quoi, dans mes comportements, de dire ça plus. Et à chaque fois que ça se contractait par peur, tu vois, je retrouvais en moi cette énergie de l'alliance avec ce Hmm. dragon, en fait. Je retrouvais en moi cette force. Je m'y connectais simplement. Je faisais une sorte de reset, de point zéro à l'intérieur de moi, de silence, de sentir à nouveau que j'étais bien établie énergétiquement. Et je pouvais ensuite bah, être moi-même, en fait, c'est-à-dire de ne pas me trahir, quoi. Et j'ai arrêté de me trahir à partir de là, vraiment essentiellement. Et au bout de 2 ans, il y a eu vraiment cet éveil, quoi. Ça s'est fait tout seul, je ne l'ai pas cherché. Je me suis contentée de maintenir, en fait, si tu veux, d'arrêter de me trahir et d'être dans l'écoute perpétuelle, dans cette réceptivité qui te dit si tu te trahis ou pas, en fait. C'est-à-dire, c'est un état très yin, très réceptif d'écoute, de présence. En fait, Hmm. quand tu fais ça, quand tu écoutes, tu es ici maintenant. Ce terrain-là, il se prépare comme ça aussi. Comment je me sens? Et là, tu sais, si ton corps il te dit là, tu es stressé, tout ça, bah, ça veut dire que tu n'assumes pas une situation. Tu es en opposition avec la situation malgré toi. C'est-à-dire que c'est pas complètement accepté. Le stress, il vient de là. C'est que c'est, il y a on s'approprie pas une situation des fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'assumer une chose, ben, on le fait malgré nous. Donc là, on se trahit. C'est ça que je veux dire par Hmm. se trahir. On se passe Et en victime donc, un on est peu. mal à Ouais. l'aise. Mm. Ouais. Donc ça a été toujours d'écouter, savoir si c'était intègre ou pas. Trop bien. Ça me fait penser à une question, mais que j'aimerais garder pour après. Il faut que je coche à l'intérieur. Euh, et donc ensuite, tu dis 2 ans après, il y a eu ce que tu appelles le basculement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est vécu? Est-ce que tu as ressenti quelque chose ou pas? On parlait de ça, quoi. Euh, ça, s- S'il y a quelque oui, chose à dire. oui, ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais la veille, en fait, j'ai écouté une méditation d'Eckhart Tolle sur YouTube. Je cliquais d'un truc à l'autre, tu vois. Je suis passée, je crois, d'une vidéo de remote viewing de la CIA à Eckhart Tolle que je connaissais pas encore. Je cherchais rien, mais Ok. alors rien. C'est d'une innocence complète. Je m'attendais Ouais. à rien. Et donc, j'écoute cette méditation qui t'amène en fait à prendre conscience de chaque chose qui est dans l'instant présent. C'est-à-dire de quoi je peux être consciente à un moment donné dans l'instant présent. Comme ça que ça s'est déroulé. Donc, je peux vraiment. euh, Après, si tu veux, maintenant dans mes propres vidéos, je m'attelle aussi à transmettre en tenant compte de ce processus-là qui est vraiment essentiel. Quand on comprend comment ça marche, si tu vois, on arrive à une pleine conscience et ensuite on arrive à qu'est-ce qui est conscient de tout ça. Donc lui, il décortique ça très bien, il t'amène pendant 20 minutes ou 30 minutes, d'ailleurs, elle est assez longue sa vidéo, à prendre conscience de quoi? Bah, premièrement, de ton corps, comment tu te sens dans ton corps, voilà, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Bah, il y a des pensées ou il n'y a pas de pensée, ok, il y a quelques pensées qui passent. Il y a le son de la voix de la personne qui est en train de parler. Il y a un décor, ok, tu prends conscience des objets, il y a des objets. Tout ça, c'est des pensées. Il y a on va dire, ça, c'est une chaise, ça, c'est un ciel, ça, c'est un mur, ok. Ce sont des choses qui sont nommables, c'est encore des pensées. Après, il y a comment je me sens dans mon système nerveux. Ok, il y a des émotions, il y a quoi? Tu es détendu, tendu, chaud, froid. Euh, et puis, comment est-ce que tu sais que tu es dans ton corps là? Tu sens une présence? C'est énergétique. Est-ce que il y a un petit côté le système nerveux, mais on peut sentir son corps énergétique aussi. Il y a
Et là, il disait d'ailleurs, les personnes le sentent plus ou moins, le corps énergétique. Mais pour savoir, pour le sentir, ça serait la question qu'il pose aussi, c'est comment est-ce que tu sais que tu es là si tu fermes les yeux, que tu arrêtes de bouger? Bah, tu sens une chaleur, une présence, en fait, une densité. Ok, c'est ton corps énergétique est là. Et à la fin, il t'assème le coup final. Il dit, et maintenant, qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Il y a encore un niveau supérieur à ça. Et très peu de personnes y arrivent, en fait, à percevoir. Mais c'est qu'il y a quelque chose en fait, il y a cette présence, cette conscience, la conscience elle-même, consciente de tous ces phénomènes. Et moi, j'ai suivi jusqu'au bout, j'ai dit, ouais, ça marche son truc. Puis après, j'ai éteint. Je suis partie me coucher. C'était tellement Super naturel. Netflix. Netflix, c'était génial. J'ai bien aimé la fin de l'épisode. Je vais me coucher. J'en ai rien pensé, il s'était rien passé de spécial. Je Ouais. dis, ouais, ça marche son truc. Tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai, c'est OK. J'ai check, tout. Ouais, tout ça. Et puis le lendemain matin, je descends, je prends mon petit déj, je me mets devant mon ordi, mon portable. Et puis d'un coup, je lève la tête, je me dis, mais il n'y a plus de voix, quoi. C'est silencieux. Il y avait un silence assourdissant. Je me suis rendu compte du silence. J'ai entendu le silence. Et, euh, et en fait, ça apparaissait, les choses vaginales. Je commençais à regarder les objets, mon corps, tout ça, comme si je le regardais pour la première fois. Et ça a continué, c'est-à-dire que tout était neuf à chaque instant, effectivement. Et j'ai commencé à regarder les choses de façon fraîche à chaque instant, à partir de là, depuis un silence intérieur, depuis le présent. Voilà. Il n'y avait pas d'autoréférence à soi, il n'y avait plus d'autoréférence à soi en tant qu'histoire ou tout ça. C'était un vague souvenir, si tu veux. C'était de la donnée comme on va dire un vieux programme qui était toujours là disponible, un tiroir d'informations. Euh, mais le vrai, si tu veux, la seule vérité, c'était ça. C'était ce qui se passait maintenant. Et avec la candeur, l'innocence du maintenant. C'est que je pouvais être, là, j'étais en vérité maintenant, pas en faisant référence à une histoire. Il n'y avait plus d'injonction intérieure de devenir quelqu'un, de devenir meilleur, de faire ceci pour cela, d'aller d'un point A à un point B pour obtenir des choses, tu vois, de passer son temps à juger, analyser. Non. Là, ça prenait des notes, hein, par contre, hein, déjà. Je dis, mais c'est génial ce que je suis en train de vivre, tu vois. Tu dois avoir un Il y très avait grand très, petit il y avait très carnet peu. avec. Il y avait très peu, ouais, c'est ça. Le journaliste intérieur était déjà en place. Mais sinon, c'était vraiment un espace silencieux et ça, juste réceptif. Et j'observais les couleurs pétantes des objets, les formes, c'était en HD. Et soudainement, j'étais passée je sais pas, En IMAX. de noir et blanc en IMAX. Ouais. Super HD, en hyper présence, tu vois. Euh, hyper présent. Le temps s'était arrêté, c'est que maintenant. Tu vois. Il y a plus de temps, il n'y a plus de notion de temps. Ah, c'est ça l'éternité. Ah, ok. Ah, c'est ça le paradis. En fait, le paradis, c'est cette fraîcheur avec l'absence de verbe. Il n'y a pas de verbe ici. Pas besoin de nommer les objets, il n'y a pas besoin de se raconter des trucs en permanence. Ce silence-là, tu vois, juste d'être, euh, sans injonction de quoi que ce soit, ça a été un tel repos que mon cœur a fait. Et là, j'ai senti, en fait, j'ai respiré pour la première fois depuis cet espace-là. C'était une extase, en fait, et ça a duré assez longtemps. Cet état, j'ai dû rester pendant plusieurs mois, en fait, juste à observer des buissons pendant 4 heures, à regarder des trucs. Je me suis baignée assez longtemps dans cet état-là, quoi, je t'avouerai. Ouais, trop bien. Bah justement, Avant de repasser dans parfait. l'activité, hein. Ouais, parfait. Ouais. C'est très bien. Ça m'intéressait de savoir justement, après ce basculement, ce qui s'est passé. Donc toi, tu en as profité quelques mois. Et Mm. ensuite, tu pourrais raconter, voilà, la suite. Comment ça se vit, le fait de reprendre une activité alors que tu as cette sensation qu'il n'y a plus de temps, pas d'espace, qu'il n'y a pas forcément d'identification, à Emmanuel. Comment tu fais pour reprendre une En activité, tout ça? fait, quand je dis j'ai pas arrêté toute activité, hein, je savais que Hmm. ça allait être intégré, cette histoire aussi, hein. C'est-à-dire, Ouais. c'était plein pot, extatique. Il y a des moments où je ne pouvais rien faire que prendre cette énergie-là, c'est-à-dire rester avec et mettre toute mon attention, lui donner le temps d'émerger, c'est-à-dire de m'apprendre sur ce qu'est cette réalité, en fait. J'ai appris énormément de choses. Il y a des tonnes de téléchargements, entre guillemets, téléchargements Hmm.
Ouais. d'informations qui me sont arrivées à partir de là. Et je pouvais que écouter. J'étais cette antenne réceptrice de tonnes d'informations sur ce qu'est l'univers, sur ce qu'est la réalité, sur ce qu'est le présent, l'éternité, le machin, tout. C'est sur les rythmes, retrouver son rythme originel, ce qui le... ça a commencé à s'intégrer comme ça, c'est-à-dire d'avoir une cartographie de ce qui se passe là, quoi. Et de comparer avant-après, beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Ouais. Mais il y avait déjà en moi l'envie de transmettre ça. C'est-à-dire ce bonheur-là que je vis, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était un bonheur inconditionnel. J'aurais pu être n'importe où, c'était là, il n'y avait pas de conditions extérieures, il n'y avait pas de conditions particulières à ça. C'est la joie d'être, d'être, qui se ressent, l'existence qui se joue elle-même, qui se suffit elle-même, qui est gratuite, qui est pour rien. Il n'y a pas de sens particulier, il n'y a pas de choses à atteindre en particulier. Tout le reste, ça va être des projections, des films, des choses. La vie linéaire du personnage qui va continuer, parce que ça m'est apparu très, très tout de suite que ça continue. Le monde a continué d'attendre que je paye les factures et que je réponde aux conversations avec mon prénom, tu vois. C'est... Mhm. Même si tout ceci avait perdu sa solidité, son sérieux, il a fallu continuer et ça a été OK. C'était plus vécu avec la même... ça a été vu autrement. Chaque chose a dû être vue depuis cette nouvelle perspective, à chaque fois. Ça a été, qu'est-ce que c'est que vivre comme un être humain maintenant? C'est quoi l'existence maintenant? C'est quoi que je vais faire comme métier, par exemple? C'est, j'ai réussi à organiser un déménagement à l'étranger. Enfin, je suis rentrée d'Angleterre en France, vendre ma maison, tout ça. Enfin, il se passait plein de choses. J'ai géré énormément d'informations, alors que mon cerveau était silencieux la plupart du temps. Je me dis, comment ça marche, tu vois? J'ai réussi, je savais pas si j'allais être capable de ça. Je savais même pas si je pouvais monter encore une étagère, tellement c'était silencieux à l'intérieur. J'ai vu que ça pouvait fonctionner autrement. Que en grande majorité, ça se faisait tout seul. Mais ce qui est présent ne bouge pas, en fait. Ce que nous sommes ne bouge pas. Tout le reste, ça bouge, ça se fait. Ça a été apprendre à vivre comme ça aussi. Et qu'est-ce que tu vois comme différence avant, après ce basculement? Je suppose qu'il y en a beaucoup, mais quelques-uns qui te paraissent justement ces choses que tu as téléchargées ou juste dans ton vécu direct. Excuse-moi, j'ai oublié de mettre le câble de Vas-y, rechargement. pas de souci. Ouais, Branche-toi au dragon de feu. Envoie les 10 000 volts. c'est ça. C'est bon. Ouais, avant, après, s'il y a quelque chose que tu notes qui aurait changé. Bah déjà, l'importance pour moi du corps énergétique, c'est que la plupart du temps, l'attention est perdue dans les représentations mentales, dans l'imaginaire. Donc, on passe une grande partie de notre vie dans une bulle imaginaire. L'attention lit des scènes comme elle regarderait un film sur Netflix. Donc, en fonction des personnes, ce sera un film comique, un film, un mélodrame, euh, un film d'horreur. Ça dépend. Ça dépend de ce qui est imaginé. Beaucoup de personnes vivent dans une auto-torture comme ça, c'est de vivre dans des scènes qui n'existent pas, d'anticiper le pire, ou de se référer au passé, de se juger, de pas s'accepter, de se regarder dans le miroir et de se refaire une image pour essayer de se corriger, perpétuellement de corriger ses comportements, c'est-à-dire d'imaginer autre chose que ce qui est. Et donc ça, c'était plus là. C'était l'autoréférence à soi n'était plus là. À un soi à un petit moi en fait qu'il faudrait corriger, qu'il faudrait changer, qui n'est pas assez, qui n'est pas comme il faudrait. J'ai vu que cette identité-là n'existait plus. Donc l'autoréférence n'existait plus. Ce qui sortait était spontanément moi, le vrai. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'eux à l'intérieur. Il n'y avait pas un personnage qui essaye qui lutte pour sa survie en permanence. Par contre, après, c'est réapparu petit à petit. Il y a des cristallisations comme ça, des somatisations qui, au fil du temps, ont pu réapparaître. Mais ça fait partie du chemin d'intégration aussi.
Et, euh, et donc, mais c'était plus vu pareil. C'est-à-dire que les endroits en moi qui avaient été traumatisés dans l'enfance, par exemple, les schémas récurrents de fonctionnement, peur, etc., anxiété sociale, ça a pu être traité en conscience. C'est-à-dire que il y a un aspect du subconscient qui a pu remonter à la lumière du conscient sans se serrer trop. C'est remonté petit à petit, percolateur, quoi. Goutte après goutte, c'est tombé dedans, quoi. C'est arrivé conscient et en son temps. Et ça a beaucoup un rapport avec l'énergie vitale qu'on peut appeler aussi Ki ou Kundalini en fonction de qui parle. Et ce qui est ressenti comme un- bah, ça peut être, il y a plein de phénomènes hein, pour décrire ça. Moi, je le sentais énormément dans le cœur, dans la poitrine, dans cette, comme une charge énergétique, parfois qui était tellement forte, j'avais l'impression que mon corps était trop petit pour contenir autant d'énergie. Ça me donnait l'impression que j'allais avoir une crise cardiaque ou un AVC, je savais pas. C'était tellement trop intense, je te dirais. Et pour Hmm. certains, j'ai des personnes comme ça à qui ça arrive de temps en temps qui prennent contact avec moi en rendez-vous. C'est le cas, tu vois. C'est pas quand même des cas isolés. C'est assez commun. Et après, c'est un chemin d'évolution. Mais le seul truc que ça fait, c'est que ça débouche les canaux pour pouvoir amener le subconscient au conscient. Hmm. Pour que ça amène une harmonie, en fait. Une harmonie avec toutes ces parts conditionnées, ces parts brisées, ces parts de dissociation en nous, des endroits où ça n'a pas été aimé, où ça a rejeté le présent à l'époque, où ça voulait pas de ça, où ça a dit non. Ces choses-là reviennent. Et puis ça va nous chercher dans des endroits qui sont de l'ordre je dirais, carrément des ancêtres et de notre animalité. C'est-à-dire en nous, on a tout, jusqu'à l'amibe, quoi, jusqu'à la bactérie, il y a tout en nous. On est cet univers et on va rencontrer peut-être à un moment donné, je sais, quand ça redescend dans le corps, on devient conscient de fonctionnement, de mode de fonctionnement très primaire. Je me souviens quand, à un moment donné, je sais pas, au bout de 3 ans de ça, tu vois, c'est redescendu dans le chakra racine. J'ai dû faire face, en fait, à mon autre. J'étais au volant de ma voiture et il y a une rencontre, une énergie particulière, si tu veux, une façon de voir qui s'est imposée. Par exemple, c'est juste pour donner un exemple, hein. Ça fait Hmm. partie des nettoyages et des prises de conscience. Et après, ça passe, hein. Il y a ces expériences avec un début, une fin. Mais ça a été, c'était tellement animal, quoi. C'était d'accueillir le moment où on se laisse manger vivant, tu vois. Comme Hmm. l'antilope qui se fait chauffer par un lion, Hmm. à un moment donné, elle abandonne. Hmm. Et d'avoir ce lâcher-prise, de le vivre en conscience, tu vois, qu'en moi, il y a ce niveau de contraction au niveau du système nerveux qui relâche. Et d'autoriser cette sensation, en fait. Et ça a été beaucoup ça, après le basculement. C'est d'autoriser ces endroits-là où ça disait non au présent, quel qu'il soit. Et c'est aller me chercher dans toutes les crevasses tous les atomes de ce que je suis, en fait, hein. Toutes les mémoires, mais pas que les miennes, les mémoires des femmes, les mémoires de la France où je suis née, les mémoires de mes ancêtres qui sont partout, les mémoires de la Terre, les mémoires animales, l'inconscient collectif, tout ça. Il y a eu, c'est pour ça que en même temps, on a la compréhension de ça. C'est pour ça que je parle de téléchargement également, c'est parce que ça nous donne une cartographie très large de ce qui se passe. On sait qu'on ne fait pas que pour nous, ces libérations. On sent Hmm. que c'est très, très, très large, quoi. Ça vient toucher quelque chose qui nous touche tous. Le sentiment de survie, l'abandon, tu vois, le fait de s'autoriser à mourir, quoi. Et que en fait, c'est la vie qui veut ça. Il y a, euh, et on trouve, je trouve qu'il y a une extase dans toutes ces choses-là aussi. C'est-à-dire que c'est pas tout pourri, c'est pas dramatique, c'est pas négatif en fait. C'est d'une beauté à être à la fois observateur, acteur de tout ça. Et de se laisser traverser, de rencontrer pleinement en fait tout ça. Tous ces niveaux-là, c'est subtil de l'existence, en fait, de la vie que nous sommes et que nous incarnons. Hmm. Trop bien. Eh ben, ça amène à la question que j'avais notée dans ma petite tête, parce que c'est ce dont tu parles. En fait, tu parles un peu de l'éveil de Kundalini qui aurait fait une sorte de nettoyage émotionnel, qui t'a permis de t'installer plus facilement dans le fait d'être présente, parce que peut-être avant, il y avait trop justement de refus de maintenant.
de refus de ce qui Oui, est, qui fait que c'est ça. tu pouvais pas t'asseoir tranquillement et être, simplement être. Et une fois que tu t'es autorisé à ça, ça a mené vers un certain basculement qui fait qu'ensuite, il n'y avait plus que être maintenant qui était possible. Et depuis cet espace, il y a eu encore des évacuations émotionnelles, énergétiques Ouais. qui processent aussi pour les autres. Et donc, ma question, c'est à quel point est-ce que tu penses que ça peut aider les gens de s'intéresser à l'émotionnel? Parce que c'est ce que tu as fait finalement entre 18 et 21 ans, c'était de dire on va aller voir nos peurs. Et finalement, c'était déjà ce processus-là. C'est juste que peut-être il y avait trop de choses à voir, c'était fait de manière trop conflictuelle et frontale que ça puisse continuer, être, tu vois, être pérenne. Mais voilà, j'ai l'impression que je vois souvent des personnes qui mixent un peu les deux, qui se disent bah, je vais faire ce que tu as fait, par exemple, entre 18 et 20 ans, et 21 ans, je vais m'occuper de l'émotionnel parce que j'ai vu que ben, quand il y a moins d'émotionnel, c'est plus facile de voir maintenant. Tu as parlé aussi du mental, tu vois, de dire il y a des traditions qui disent bah, il faut éteindre le mental pour voir ce qui est. Donc les gens, au lieu de aller voir ce qui est, ils vont passer beaucoup de temps à essayer d'éteindre le mental, tu vois. Et en fait, ça peut activer le mental. Pareil, l'émotionnel, aller voir l'émotionnel, ça peut activer l'émotionnel alors que l'intention première, c'était justement d'aller calmer l'émotionnel. Qu'est-ce que tu penses qui est la part, est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est fait, d'autres pas, voilà. Tu vois, pour arriver justement au basculement et à voir finalement ce que tu es en essence. Ouais. Je crois que il y a deux possibilités. Enfin, il y a deux possibilités. C'est toujours un aspect double dans cette histoire de réalisation du soi. Il y a l'aspect discernement qui va nous amener à la vacuité. Donc, on va passer par je ne suis pas ce qui apparaît. C'est-à-dire que ce que je suis en essence est vacuité, est vide, non-être en fait. La réalisation du soi est une réalisation du non-être, pas de l'être. C'est c'est très radical. Donc, il y a l'impression pour être en vérité, qu'il faudrait être complètement détaché de tout, d'arriver à un point zéro de silence complet, de néant, de rien, où il n'y a plus rien. Et ça, c'est vrai parce que c'est un des aspects. C'est un des aspects qu'on va retrouver aussi dans les ondes cérébrales. Je suis en plein dans les ondes cérébrales en ce moment. Euh, L'onde epsilon, si vous commencez à faire des recherches, moi, là, je vais continuer à discuter avec des personnes que ça intéresse aussi. Et j'espère à un moment donné pouvoir interviewer quelqu'un en particulier, donc que je mettrai sur ma chaîne pour parler des neurosciences. Donc en fait, il y a un des aspects, c'est aller vers les ondes basse fréquence, entre 0 et 0,01 Hz et 0,1 Hz. C'est l'onde epsilon, et en fait, ça mène à un silence intérieur complet. Et cet état-là particulier, c'est la vacuité pure, c'est le néant. Il y a plus personne, il n'y a même plus de rythme de battement de cœur, il n'y a plus de respiration. On peut arriver à une mort physiologique à ce moment-là, dans des méditations très profondes. J'en parle aussi sur ma chaîne. C'est-à-dire que c'est possible, c'est pas un truc qu'il faut y aller. Si vous êtes attiré par ça, c'est parce que derrière, c'est un des états possibles de ce qu'on est. Et cet état possible de ce qu'on est, le être rien, en fait, libère aussi de l'identification au phénomène, à l'information, au champ informationnel que nous sommes, c'est-à-dire à tous les phénomènes qu'on va appeler moi. Et enfin, tout ce que nous sommes et tout ce que l'on voit aussi, tout ce qui est percevable, euh, qui n'a pas de conscience. C'est-à-dire que c'est ce qui en est conscient. Sinon, c'est que des phénomènes qui en eux-mêmes n'ont pas de conscience. Ce qui en est conscient, c'est ça qui se dissocie en se dissociant arrive à sa propre vacuité. Donc ce chemin-là est pratiquement obligatoire à un moment donné. Mais on va voir surtout que quand on va s'intéresser aux thérapies, à la libération émotionnelle, etc., c'est un chemin qui est vers le tout, c'est-à-dire englober. On va pas vers le néant, là, on va incorporer l'ensemble de tout ce qui est et dire oui à tout ce qui est. Donc qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui apparaît? Et, et les endroits où ça va dire non, comme par exemple la violence, les choses qu'on n'aime pas, les choses là, tout ça, ce sont des sensations qu'on veut absolument éviter.
C'est comme si, en fait, même tout ça, il va falloir qu'à l'intérieur, ça dise oui, parce que c'est le présent, c'est ce qui est. Et il peut pas y avoir, il peut pas y avoir de rejet. Même le rejet lui-même, c'est accepté. Au niveau mental, en tout cas, c'est pas au niveau du mental que ça se passe. C'est d'observer, en fait, à un moment donné, ça, il n'y a plus rien qui dit non à rien. Et là, il y a une réalisation dans le tout. C'est-à-dire, on peut y aller directement. C'est la voie du cœur. C'est une voie très inclusive qui est pratiquement en termes, aussi en termes d'ondes cérébrales, c'est à l'opposé. On va vers les hauts gamma, lambda. Donc on monte en Hertz, on monte dans les 40, 50, 200, 300 Hertz, quoi. Il y a des gens qui ont été on a enregistré sur eux 300 Hertz. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai testé les deux donc en moi. On peut aller dans le rien, mais aussi incorporer, en fait, ressentir absolument tout ce qui peut être, on peut être présent. Et plus on est présent à deux choses, plus ça monte dans les hautes fréquences. Donc plus on sent, plus on sent, plus on sent, plus on sent, plus on se densifie en termes d'énergie, plus ce qui est accepté, moins il y a de contraction avec ce qui apparaît. Euh, on va dans une forme d'hyper-présence, c'est tout ce qui est. Et donc là, on monte en hauteur d'onde cérébrale. Voilà, donc et donc l'accueil des émotions, inconditionnel de tout ce qui est, ça en fait partie. Parce que sinon, on est toujours en séparation avec le présent, en dissonance. Et donc les deux peuvent se faire, hein. C'est-à-dire Mm. que les deux aspects sont l'aspect de la sagesse, du discernement, de la séparation et l'aspect du je suis tout. Tu vois, c'est je suis rien d'un côté et je suis tout de l'autre. Et tout ça, ça représente quoi? C'est le spectre des possibles de ce que nous sommes en termes de présence, de conscience, de manifestation aussi. Comment cette présence se manifeste? Et entre deux, bah, il y a toutes les fréquences, tout ce que l'on peut, tout ce qu'on considère être la réalité. C'est tout l'entre-deux aussi, hein. Parfait. Et est-ce que tu verrais un obstacle, genre ton plus grand obstacle pendant ce cheminement, même si c'est juste le premier qui te vient à l'esprit, quoi? Un obstacle, je sais, il n'y a pas d'obstacle vraiment, comment dire. Ce qui a été perçu comme un obstacle à l'époque, peut-être? Hmm. Bah, la souffrance, Qu'est-ce que, en fait, ouais, qu'est-ce que tu ouais. percevais comme un obstacle, tout simplement, à l'éveil? Je savais pas ce que c'était, je savais pas de quoi on parlait Ouais. vraiment, tu vois. Je pouvais. Ouais. Donc, je dirais ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, mais de quoi on parle? Et ça peut perdre les gens, tu vois. Mm. C'est pour Comme, ça que c'était ma première question. ouais, c'est De quoi on ça. parle? Parce que des fois, je prends la référence, tu perds tes clés. Tu sais ce que tu cherches. Donc, au moins, tu y vas dans la Mm. direction, tu vas les chercher. Tu sais que tu vas te les représenter. Mais pour l'éveil, de quoi on parle? Tu Mm. vois, on va chercher quelque chose, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce que c'est. On va l'imaginer, on va s'en faire tout un film, et ça ne sera jamais ça. Le chercheur spirituel, il est scotché là-dedans, dans une représentation, dans un idéalisme, dans une projection. Et c'est ça, pour moi, l'obstacle essentiel. C'est la recherche spirituelle elle-même, dans un truc qui n'est qu'imaginaire, avec un désir qui est sincère, d'absolu, qui va être décrit en fait comme un besoin vital pour certains. On sait qu'on va quelque part, mais on ne sait pas où, mais on y va. Euh, il y a des sensations de transcendance, de là où on est, on sait qu'il y a plus large. Il y a toutes sortes d'informations comme ça, et on va essayer de tirer des informations pour essayer de savoir où on va dans cette obscurité infinie. Ça, c'est très inconfortable d'être un chercheur spirituel. Très, très inconfortable. On tâtonne dans l'obscurité parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, et qu'il faut faire confiance et qu'il faut lâcher prise. Après, on sait, ok, bon, là, je fais confiance, là, je lâche prise, là, c'est que ici, maintenant. Tiens, on commence à remplir toutes les cases de comment, ok, quel est le terrain pour que, je ne sais pas ce qui se passe, mais va se passer, tu vois. Mm. En fait, c'est juste pour arriver à rien, en fait, à l'immobilité, t'arrêtes de bouger. Ça serait, ce que tu cherches, c'est ce qui est présent. Est-ce que ça sera présent plus tard? Non, c'est déjà présent. C'est-à-dire ce qui est conscient là maintenant.
Des fois, si je lui dis, ah, elle est où ton attention? Bah, elle regarde des images, elle projette des trucs, elle est... Ok, mais l'attention elle-même, elle est où? Non, l'attention elle-même. C'est-à-dire, cherche l'attention. Ce que tu es, en fait. Cherche, si tu devais pointer, ramène le focus de la caméra, euh, qui regarde toujours un truc ou un autre, qui cherche un état qui n'est pas là, qui voudrait être quelque chose d'autre. Et la caméra elle-même, elle est où là? Où le focus de la caméra? Si tu essaies l'observateur, observe l'observateur. C'est ça que tu cherchais. Tu t'es jamais quitté. Reste là, en fait. Il y a tout là. Si tu arrives à t'en contenter, t'as gagné. Sinon, ah oui, mais il se passe rien. Ah ben, et pourtant. Je voudrais remplir ce vide là parce que je sens que je m'ennuie là dans le présent. Ah ben, bah voilà. Oui, mais ça devrait être plus que ça. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Ben, bon. Ah, des effets spéciaux, comme dans les films. Ouais, Sont où les c'est ça. explosions? Il est où le dragon? Je dirais que c'est pas évident parce qu'en fait, quand je veux pas simplifier ou réduire quoi que ce soit, tu vois, je vois bien que pour apprécier le présent, euh, faut en avoir épuré quand même des questions, tu vois. Ouais, Avoir lâché des trucs, des attentes, il y a rien qui se joue, il y a rien, personne nous attend nulle part, il n'y a pas de choses à atteindre en particulier. Tout ça, il faut que ça tombe, en fait, les attentes personnelles, les projections, les attachements à plein de choses. C'est juste se contenter d'être maintenant. Si on y arrive, c'est gagné, c'est-à-dire se suffire. Des fois, je renvoie en fait au fait qu'il n'y a pas de contexte parce qu'il y a des gens qui se sont éveillés dans les camps de concentration ou dans le couloir de la mort aux États-Unis. Il y en a un en particulier qui m'avait beaucoup marqué comme témoignage parce qu'on leur a tout enlevé. Donc, si on vous enlève tout, et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en fait? La racine de jeu, JE, c'est ça. Et si vous arrivez à sentir que ça suffit, ça, là, vous avez trouvé la paix parce qu'il n'y a personne pour pourra vous enlever ça. On peut tout vous enlever, mais il reste ça. et donc après ton le basculement et l'intégration, tu as commencé à partager. Comment est-ce que ça t'est venu de partager? Au début, l'envie de partager, si tu veux, comme si j'avais trouvé la cure du cancer et je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était Mm. vraiment un, un désir ardent de partager cette joie, de voilà. Et après, ça a été d'apprendre à partager, qui n'est pas évident. J'ai mis 4 ans avant de commencer à parler. Après, j'ai beaucoup écrit avant. Ok. J'ai noté toutes mes expériences de trance mystique, de compréhension, de phénomènes de Kundalini. J'ai jamais rien. Enfin, si, j'ai un blog. Hein. J'ai un blog, mais Oui, j'allais il y dire, a tu avais genre un blog, du coup, tu 400 postais pages dessus. qui n'ont pas été publiées. Hmm. Ok. C'était la phase de gestation, mûrissement, tout ça. Ben, j'en avais besoin, si tu veux, Ouais, ouais, je voulais intégrer. comprendre ce qu'était le libre arbitre ou s'il y en avait un. Avant de Mm. partager, je voulais avoir une maturité, tu vois, dans tout ça. Ouais, Pas y aller comme ça. Parce que je voyais qu'il me manquait, j'étais moi-même dans un processus post-éveil. Je voyais qu'il y avait un processus, il y avait un nettoyage, il y avait la fameuse lessive. ouais, Et tout ça, je dis, qu'est-ce que je vais partager maintenant alors que je suis en plein processus? Mais à un moment donné, je me suis quand même décidée. Je dis, bon, on y va quand même, parce que même ça, c'est important. Après, il y avait assez de maturité, je te dirais, déjà au bout de 4 ans, ça commençait à faire. Je dis, bon, j'attends pas qu'on me valide, que personne me dise, oui, c'est bon, tu peux y aller. C'était Tac. ça aussi, hein. C'est ça, Le tampon. la marque sur l'épaule, c'est bon, tu Ouais. peux y aller. Non, non, non. Et bah, vu que tu en parles, ça m'intéresse comment tu partages sur le libre arbitre, ta vision sur le libre arbitre. Justement, c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui, Pour toi, ça, c'est un c'est quoi thème. voilà, ta perspective du libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est que il n'y a pas un moi séparé qui aurait un libre arbitre. Hein. Donc, il n'y a pas le petit moi qu'on croyait avoir du libre arbitre. Lui, là, il fait partie de ce qui est écrit, quoi. Il fait partie de ce qui est déterminé.
C'est-à-dire, à la base, il suffit de regarder votre thème natal pour voir le déterminisme qu'il y a là-dedans. Après, je dirais, c'est toujours un truc double. Donc, il y a la tête de lecture sur un vinyle, et puis il y a votre petit personnage qui est lu, ça donne l'impression de faire des choix. Tout ça, c'est d'un point de vue absolu, du point de vue de l'observateur, de la tête de lecture, du point de vue du un, de, de ce qui est, du présent. Du point de vue présent, il n'y a personne en dehors qui aurait un libre arbitre, qui serait séparé. Par contre, à l'intérieur, dans ce disque-là, on fait des choix en permanence. Et effectivement, ça donne l'impression qu'il y a des causes et des effets. Donc, on est dans un monde causal. Donc, agissez comme si vous aviez un libre arbitre. Parce que, et prenez responsabilité de vos actes le plus possible, parce que ça marche comme ça aussi. Je te dirais, c'est un truc double, hein, constamment. Pour la tête, c'est impossible à comprendre. Mais si on dit que les deux sont vrais, qu'il n'y a pas de libre arbitre et qu'il y a le libre arbitre, on vit beaucoup mieux. Ça marche ensemble. Donc, d'un point de vue absolu, il y a zéro libre arbitre, mais d'un point de vue relatif, oui, parce qu'on fait des choix constamment. Et qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui va déterminer, qui va plus tomber deux fois dans le même trou, dans les mêmes erreurs. Ou allez, peut-être à la deuxième fois, c'est bon, c'est capté. Et à l'intérieur, il y a la voie, je te dirais, de retrouver sa propre, la largeur de cet absolu. Euh, ce chemin-là pour se reconnecter à lui-même, en fait, pour que la conscience prenne conscience d'elle-même, et ensuite qu'elle expérimente ce qu'est justement le personnage et le fait de faire des choix. C'est, c'est toujours la conscience qui fait des choix. Il n'y a pas deux ici. Donc, il y a pas, il y a la conscience qui croit être le personnage que ça, donc il se limite. Puis il y a la conscience qui prend conscience de sa largeur et qui expérimente le personnage. Donc là, il y a un basculement identitaire dans cette histoire. On pourrait dire que ensuite, quand les deux se rejoignent, qu'on sait qu'on peut pas être que cette vacuité, mais qu'on est à la fois ce vide et ce petit personnage, on peut appeler ça l'humain divin, à défaut d'autres termes. Euh, Je pourrais pas les séparer. C'est parce que la conscience s'expérimente au travers de l'humain. Et à ce moment-là, eh ben, il y a le fait de faire des choix et fait partie de ce qui se passe, en fait. Ça fait partie complètement intégrante de l'expérimentation. Et est-ce que tu as Mm. l'impression que cet humain divin a un plus grand panel de choix que l'humain Oui, identifié? tout à fait, oui. Parce il y a moins de programmes subconscients, enfin inconscients ou subconscients. Il y a moins de programmes. On peut retourner très facilement au silence intérieur quand on n'est plus obsédé par la voix dans la tête et toutes les croyances. On sait que chaque croyance, si on prend, on stop, ok, on écoute, on peut ou pas valider la croyance, on peut ou pas euh, agir selon ce que ça raconte, parce qu'en fait, ça fait partie du truc aussi, hein. On entend le vinyle, on entend la musique, et on dit qu'est-ce qu'on fait avec ce que ça raconte dans la tête? Mais en fait, ce qui regarde, qui entend la musique des pensées, euh, bah, c'est pas touché par les pensées, en fait, ça bouge pas, ça. C'est pour ça que ça me donne l'impression de piloter, parfois de piloter l'humain, quoi. Tu vois, depuis la station de contrôle cet écran, un peu comme dans, je sais plus, Minority Report, quoi. T'as plein de trucs qui se passent. Il se passe Puis, alors, si je mets un petit peu d'intentionnalité ici, il se passe ça. Si je mets un peu d'amour de ce côté, il se passe ça. De voir comment, énergétiquement parlant, on peut orienter les choses, ça donne l'impression d'avoir de plus en plus de possibilités, ouais. D'avoir des, des options qui n'étaient pas là avant. D'apprendre à piloter je dirais, si tu veux, très jeune, à un moment donné, ça m'est venu que j'apprenais à piloter l'âme, cette phrase-là. T'apprends à piloter l'âme, quoi. Comme si, ce, ce- au travers de l'incarnation, en fait, on apprend à piloter je sais pas, ce qui, c'est, ou l'âme plutôt, est en train d'apprendre ce qu'elle est sur elle-même, au travers de ses différentes incarnations. Mais il y a l'apprentissage, tu vois, de ce que c'est.
On est tout le temps en train de se demander, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Comment ça marche ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, il y a toujours ce questionnement qui ne cesse pas finalement. C'est pas Mm. pour atteindre quelque chose, mais c'est comment dire, un questionnement perpétuel. Je sais pas toi, mais pour la plupart, en fait, ça s'arrête pas. C'est une intelligence qui adore apprendre, qui est à Mm. l'œuvre derrière, Ouais, complètement. Ouais, moi, c'est qui pareil. gagne du terrain de connaissances. Ouais, qui s'amuse à, ouais, comme tu dis, à voir, tiens, comment ça marche ça? Et puis, ça va voir comment ça marche ça. Et après, il y a cette sensation qu'on a découvert comment ça marchait, alors qu'en même temps, on vit que c'est un paradoxe parce qu'on sait très bien que c'est nous qui avons créé cette machine. Mais en même temps, même si on l'a créée, on ne savait pas comment elle marchait, il fallait passer par l'humain pour justement l'appréhender avec l'essence, avec le mental, avec le corps émotionnel, de vraiment pleinement vivre, c'est quoi ce truc? Et à la fin, dire, ah ok, je crois que j'ai compris, ça marche comme ça, de commencer à le conduire et d'être de plus en plus à l'aise avec ça depuis un espace où tout ça mentalement n'a aucun sens. Ça se Mm. fait exactement comme ça dans, dans la dualité, dans le relatif, ça se fait comme ça depuis un espace complètement vide, ce que tu décris, tu vois, au monde du basculement. C'est silence, c'est conscience, et en même temps, si tu es complètement en train de vivre pleinement ce qui est vécu maintenant, ce que d'ailleurs tu as dit le mot inclusif, c'est trop drôle parce que c'est un mot que j'utilise de plus en plus parce que c'est ça, j'ai l'impression que c'est c'est la moi j'aime pas trop le mot non-dualité en fait, tu vois, parce que justement non-dualité c'est on exclut la dualité et je préfère parler d'unité parce que justement on parle de la même chose mais en incluant tout et du coup effectivement ça se vit comme ça se vit comme ça aussi. Mais je trouve ça trop drôle parce qu'il y a tellement de mots que tu emploies, que j'emploie aussi. J'en avais pas conscience, tu vois. J'ai vu quelques-unes de tes vidéos, mais c'est trop Et marrant de tu sais, voir le mot non-dualité, il est peut-être comme. pas très bien compris aussi, hein. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas deux, Ouais, donc qu'il n'y a qu'un. ouais, Mais ça inclut la dualité, au contraire, ça inclut la dualité. Ça veut dire que ça, euh, ça la garde en termes de dualité. C'est que c'est OK, l'histoire, le linéaire, le comparatif, le jugement, tout ça, les préférences, les contrastes, quoi, toutes les mhm, couleurs, ça les inclut. C'est pour ça que on parle de non-dualité. En fait, à la base, c'était un terme qui voulait simplement dire qu'il n'y a pas deux. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais, que le un qui joue tout ça. Mm. ouais. Et du coup, tu t'es mis à partager en parlant. Tu as fait des vidéos après ton blog, tu as commencé à faire des vidéos, c'est ça? Oui, c'était Ou juste à. juste au début du Covid, en fait, au Ok. début de cette époque-là. Euh, C'était un bon moment pour commencer, je pense. Le Covid, c'était vraiment il y l'introspection a de beaucoup de choses qui ont l'humanité. changé à ce moment-là, ouais. Ouais, c'est fou. C'est un C'est trop drôle. déclencheur. Mm. C'est clair. Un timing très. C'est un peu comme si, ça y est, maintenant, on était activé, si tu veux. Ok, Ouais, maintenant, on y va. ouais. Et C'est ça m'a parti. donné cette impression-là. Mm. Ouais, ouais, c'est clair. Et, Mm. euh, et donc, bah, ce qui est génial pendant l'interview, c'est que t'es revenu constamment à cela, quoi, à ce que tu partages. Et t'en as parlé de plein de manières différentes. Et je voulais terminer justement par ça, revenir à ton approche, ta façon de partager. Euh, Peut-être faire une toute petite, j'allais dire, guidance, tu vois. C'est pas vraiment une méditation, mais comme tu fais dans tes vidéos, euh, de ramener à l'essentiel, de ramener à la vérité, à ce qu'on est vraiment. Euh, je pense qu'on peut finir par ça, si tu veux bien. Tu sais, il n'y a pas une façon, hein, donc Je sais, si. mais ce qui est génial, c'est que tu l'as déjà fait 5 fois différentes. C'est Mais ça. voilà, c'est plutôt de Ouais. rappeler un petit peu quelle est ton approche, comment est-ce que tu aimes partager, comment est-ce que tu aimes parler de ça. En fonction de la personne et là où elle me mène, en fait, dans le sens, c'est jamais qu'un rappel de sa propre conscience à elle-même. Je suis juste le miroir qui pointe vers ce qu'elle est déjà. C'est un rappel. C'est quoi que tu cherches, en fin de compte. Qu'est-ce que tu crois chercher? Déjà, on fait tomber toutes les croyances. Il y a pas une chose en particulier que tu vas trouver dans le sens sur lequel le mental va pouvoir dire, ah, ça y est, j'y suis. Euh, et
toutes les choses qui vont pouvoir décrire en fait le fait d'être, c'est des descriptions complémentaires. Ça contextualise, c'est super. Effectivement, il va pouvoir dire ah, ça y est, j'y suis parce que, mais a posteriori. Mais dès qu'il ouvre la bouche, on n'y est plus pratiquement, tu vois. C'est-à-dire, ça, il Mm. peut ouvrir la bouche sans que l'observateur disparaisse. Euh, mais déjà, ce dont on parle a disparu du premier plan. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce que c'est qu'être, entre guillemets, éveillé, arrête de penser 2 secondes. Bloque ta respiration. Des fois, je donne une technique toute bête. Mm. Bloque ta respiration. Tu vas voir que pour la plupart des personnes, en tout cas, tu peux pas penser et arrêter de respirer en même temps. Pas- Si vous grattez un peu, vous allez voir que tout ce qui est technique de respiration, ça a conduit dans différentes traditions les gens à réaliser ce qu'ils sont vraiment aussi. L'apnée également. Et ça a un lien. Ça permet de momentanément, en tout cas, là, pour le coup, en faisant cette expérience toute bête, si vous voulez tester, allez-y, y a rien à craindre. Arrêter de penser et observer. C'est pas la méthode qui compte, hein, c'est ce qui se passe quand tu arrêtes de penser. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, comment tu perçois? Qu'est-ce qui reste là comme perception directe? Ce qui est ressenti, ce qui apparaît. Respire à l'intérieur de ça. Ne t'exclus pas, ne fais pas comme moi quand j'étais enfant. Ne deviens pas juste pur témoin où ça bloque, comme ça, où c'est froid, où c'est rigide. Non. Inclus le personnage, le corps dedans, quand tu arrêtes de penser. Et tu peux respirer, hein, bien sûr, c'est tout. Mais aussi, tu peux tester quand tu vides t'as deux façons de bloquer la respiration. C'est soit tu gardes l'air, soit tu vides les poumons. Et donc, quand tu vides les poumons, ça fait un autre effet, mais c'est très similaire. Et quand on vide les poumons, je conseille de faire ça en fermant les yeux aussi, parce que là, on va plonger dans ce qu'on peut appeler la vacuité. Avec les poumons vides, au bout de l'expire, on arrête de respirer. Et quand on n'a plus rien dans les poumons, on arrête, on attend 2, 3 secondes. On arrive à un calme mental, ça fait redescendre les ondes cérébrales vers ces fameuses ondes epsilon. C'est un point d'accès pour des méditations profondes également, pour trouver le silence à l'intérieur de soi. Donc si on va vers ce chemin de vacuité et de calme intérieur, de silence, ben, ça c'est un bon point de départ aussi. C'est-à-dire de faire ça 3, 4 fois, c'est-à-dire de vider les poumons, d'arrêter de bloquer la respiration, les poumons vides, et de ne rien chercher, de ne rien vouloir être ou atteindre, juste de se laisser couler petit à petit dans un calme, en fait, une vacuité, il n'y a pas d'image, il n'y a rien à atteindre. Et en fait, ça va faire descendre les ondes cérébrales et des changements au niveau physiologique qui se passent. Et vous pouvez après reprendre une respiration normale, mais ça sera déjà de plus en plus relâché. Mais dans l'autre aspect, si les poumons pleins, tu bloques. Et là, en fait, tu encapsules, tu incorpores tout ce que tu as, tout ce qui est là. Et on va vers l'hyperprésence aussi. C'est la perception directe. Et vraiment, pour moi, la compréhension de tout ça, c'est que ce qui perçoit, ce qui est perçu, c'est un à ce moment-là. Tu n'es plus en train de penser avec un moi qui observe et enfin, qui revendique la chose. Ce sont des états, on va dire, différents de réalité, parce qu'il y a des ondes cérébrales différentes, des perceptions différentes. Mais c'est des états d'unité aussi, dans le ressenti. Voilà, Trop bien. à tester. En fait, dans tous les cas, tester tout ça. Moi, je l'ai fait Mm. en live et j'ai recommencé à respirer avant d'aller à l'hôpital pour que ça se termine bien l'interview. Mais c'était intéressant. Moi, j'avais jamais fait ça, euh, disons, dans ce but-là, parce que j'avais fait des techniques de respiration en 1, 2, 3, 4, inspire, enfin 4, inspire, 4, tu bloques, 4, expire et 4, tu bloques. Je me rappelle, j'avais fait ça et ça avait beaucoup de bienfaits, on va dire, mais sans avoir aucune conscience de ce dont on parle là, donc sans m'intéresser à est-ce que ça déclenche ça, Ouais, est-ce que qu'est-ce qui se l'observateur passe? Ouais. est plus au premier Mm. plan, tu vois. Ouais, et Euh, puis l'effet que ça, tu vois, au niveau énergétique, tu vas voir que ça, plus t'es présent, plus t'es présent. C'est-à-dire que les couleurs sont plus pétantes. Tu vas vers la HD là quand tu fais ça. Hein. ouais. Il y a une clarté mentale, ça nettoie le disque, hein, ça nettoie l'écran. Hein. Ça a un effet. Euh, Donc des fois quand on fait beaucoup de sport, ça fait le même effet aussi, par exemple. Il
il peut y avoir, plus on augmente en intensité dans l'énergie, comme ça, en hyperprésence, euh, il y a des changements au niveau de la physiologie qui amènent aussi à plus de spaciosité, à percevoir les choses avec clarté. Tout ça, c'est un lien avec la respiration aussi. Donc, étudiez pour vous-même, en fait, hein. Regardez, testez, amusez-vous, faites des expériences. Prenez une note dans le petit Ça. journal. Trop bien. Bah, mille merci d'avoir pris le Ah, temps merci Thibaut, de merci partager beaucoup. ça, d'avoir envie aussi de partager ça. Tu as une chaîne YouTube, c'est juste Emmanuel Herrera, c'est ça, le Ah nom? oui, Voilà. Si on veut te oui, retrouver, si les personnes qui... Je mettrai le lien dans la description de la vidéo de toute façon, mais voilà, juste pour rappel. Trop bien, bah merci beaucoup. Euh, je te souhaite tout le meilleur et ben merci à pareil. tous voilà, d'avoir d'avoir écouté et je vous invite à aller voir la chaîne d'Emmanuel. Je te souhaite une très bonne journée. Moi aussi. Ciao, ciao.